Bonjour, dans cette vidéo je continue la correction de la partie G du DS3 qui traite de la propagation d'ondes sur une chaîne de masse ressort. Alors on en était arrivé là, on avait vérifié que les calculs théoriques qu'on avait fait ainsi que les simulations numériques étaient en accord, que la relation entre oméga et k était bien vérifiée. On passe à la question 7. Alors, que constatez-vous au-delà de 20 radians par seconde? En fait, c'est de oméga 0 quand on fait le calcul. Ce qu'on va remarquer, c'est que le système, il répond plus en fait. Si vous excitez au-delà de cette pulsation-là, le système, les masses en fait ne bougent pas. Et la question, c'est est-ce que le signal imposé à la première masse se propage dans la chaîne? Et bien, la réponse, ça va être non. C'est-à-dire que si vous excitez à une pulsation trop grande, enfin au-delà de 2 oméga 0, une extrémité de la chaîne, et bien l'autre extrémité de la chaîne, elle est complètement insensible. Il ne se passe rien en fait. Éventuellement, ça vibre un tout petit peu, mais en gros, le signal, il s'est perdu en cours de route. Et à quoi pourrait éventuellement servir une telle association? Ça ferait une sorte de suspension, c'est-à-dire que vous avez une extrémité qui peut être soumise à des vibrations qu'on veut justement qui sont embêtantes, pour une expérience qui est très sensible par exemple. Et si vous mettez votre manip qui est très sensible à l'autre extrémité de la chaîne, et ben vous l'avez isolé en fait de ces vibrations là. Et du coup la manip elle est isolée des vibrations de l'extérieur et du coup c'est ce qu'on utilise lorsqu'on a des manips qui sont très sensibles. Par exemple, la détection des ondes gravitationnelles, vous avez un système qui ressemble. Alors c'est pas exactement comme ça que c'est fait, mais c'est un peu cette idée-là. Donc voilà, je vais rédiger tout ce que j'ai raconté et ça répondra à la question. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Euh, Au niveau du système pour isoler les vibrations, etc., j'ai rajouté une condition. Il faut que oméga 0 soit suffisamment petit. Évidemment, si vous prenez oméga 0 très grand, votre système ne sert à rien, puisque les vibrations en dessous de oméga 0 elles passent, elles. Donc il faut le prendre suffisamment petit et il faut rajouter un peu d'amortissement pour atténuer les résonances, donc les pics qu'on a mesurés précédemment. Il faut les atténuer en mettant un peu de frottement en fait. Donc bon voilà, je ne détaille pas plus ce point-là. Que pensez-vous de cette méthode? Ce que je vais simplement rappeler, c'est que cette mesure elle est quand même assez précise et l'intérêt, c'est qu'on a un système qui est de taille finie et on arrive quand même à mesurer des célérités comme si le millier était infini. Et même si la célérité est très grande. Pensez à l'accord de De Melde ou aux ondes stationnaires dans un tube, par exemple. Vous avez quand même, vous mesurez, on est quand même capable de mesurer une célérité qui est presque égale à 1000 km/h. Sur un système qui est de l'ordre de la taille du mètre. Donc c'est quand même pas mal de ce point de vue-là, comme méthode de mesure. Bon, là aussi, bon, je vais rédiger tout ça. Voilà, j'ai rédigé la réponse. Donc je vous laisse lire le texte. Mais bon, c'est simplement, j'ai écrit ce que j'ai dit. La question 9, on vous demande de comparer le nombre de pics observés par rapport au nombre de masses. Alors ce qu'on se rend compte, c'est que le nombre de pics. Le nombre de pics. Alors un pic, c'est ceux qu'on observe ici. C'est une résonance. Donc voilà, c'est ici. Le nombre de pics, c'est égal au nombre de masses mobiles. Nombre de masses mobiles. En effet, lorsque vous avez 16 masses et qu'il y en a deux qui sont fixes, la première et la dernière, donc ça fait 14 masses qui peuvent se déplacer, et on observe 14 pics. Lorsqu'il y a 11 masses en tout, et donc là aussi la première et la dernière sont fixes, on observe 9 pics. Donc le résultat il est là, donc ça c'est un constat qu'on peut faire. Un nombre de pics c'est le nombre de masses
qui sont capables de se déplacer. Et en fait, la justification, c'est que vous avez autant de pics de résonance qu'il y a de degrés de liberté. Je vais simplement prendre l'exemple que j'ai déjà étudié, l'exemple de deux masses. Et dans ce cas, on se rend compte que quand on a deux masses, il y a deux fréquences de résonance. Et si on a trois masses, on a trois fréquences de résonance, etc. La raison, c'est que quand on a n masses, en fait, on va écrire n fois le principe fondamental de la dynamique, puisqu'on a n systèmes. Je parle des masses qui sont mobiles. Hein. La masse qui est immobile, évidemment, le PFD n'a aucun intérêt, puisqu'elle est immobile. Eh bien, quand on va mettre tout ça en équation, on arrive à un système matriciel, une matrice carrée, hein, n fois n, où n c'est le nombre de masses mobiles. Et quand on résout le truc, en fait, on trouve n pulsations différentes, a priori différentes. Hein. Il est possible qu'il y ait deux pulsations qui soient identiques, hein, c'est pas exclu. Mais et c'est comme ça qu'on pourrait le montrer dans le cas général. Donc moi, dans la rédaction, ce que je vais faire, c'est uniquement considérer le cas où il y a deux masses, hein, au niveau de la rédaction, et admettre que c'est un résultat qui se généralise. Voilà, donc j'ai rédigé la réponse. Donc évidemment, ce cas-là avec deux masses, je l'ai traité précédemment. Hein, donc normalement, il y a une suggestion qui apparaît en haut à droite de l'écran, et vous pouvez regarder la vidéo correspondante. Et vous pouvez par vous-même traiter le cas où il y a 3 masses, 4 masses, et puis constater qu'effectivement, à chaque fois que je rajoute un degré de liberté, eh ben, je vais avoir une fréquence propre de plus. Alors ce qui peut arriver, c'est que la fréquence propre qui se rajoute, en fait, elle fasse déjà partie de la collection qui était déjà avec n-1 masse, ça peut arriver. Mais a priori, chaque fois que je vais rajouter une masse, je vais rajouter une fréquence propre, elles vont être toutes différentes. Voilà pour cette question-là. Normalement, ouais, on peut passer à la suite. Alors dans cette question, on vous demande d'exprimer la célérité des ondes. On vous donne l'expression, hein, c'est oméga sur k, en fonction de grand K, M, petit k et A. Donc c'est assez simple. Hein. Donc ça c'est donné par l'énoncé. Et il suffit simplement de remplacer oméga par son expression qui, je crois qu'elle est encore... elle est ici. Donc c'est... Alors, on va... Voilà. Donc c'est racine de 4k sur petit m, sinus, il ne faut pas oublier le 1 sur k, sinus de k sur 2. Hein, c'est racine de sinus carré, donc il y a la racine disparaît, et je suppose que le sinus k sur 2 est positif, hein, ce qui est le cas, hein, si pour une valeur de k suffisamment petite. Donc on peut peut-être réarranger l'expression, puisque oméga 0 c'est racine de k sur m, ça fait 2 oméga 0 sinus k sur 2 sur oui, k sur 2 sur petit k, sauf erreur, ça fait ceci. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est bon. Je pense pas avoir fait d'erreur de calcul. On encadre le résultat. Bon, ça c'est une question vraiment simple. Hein. Et la célérité, cette expression-là, elle est tracée un petit peu plus bas. Donc je vous montre déjà la suite de l'exercice. Voilà, c'est cette courbe-là. Hein, en fonction. Alors ici, le tracé, il est fait en fonction d'oméga. On a l'expression en fonction de k, mais comme oméga et k sont reliés, c'est pas très important finalement
Là, je me suis contenté de répondre à la question. Effectivement, j'ai exprimé en fonction de grand K, petit m, que j'ai rassemblé dans oméga 0, petit k et petit a. Et on peut rajouter oméga 0 qui vaut racine de k sur m. Voilà. Dans la suite de l'exercice, ce qu'on va faire, c'est mesurer, toujours par simulation, hein, on va mesurer la célérité des ondes. Donc ce qu'on envoie dans la simulation, ce qu'on fait, c'est que la première masse, on impose ce signal en fonction du temps. Alors regardez bien ce qu'il y a en abscisse et en ordonnée. Et on regarde 30 masses plus loin le signal. Donc forcément, ça prend un certain temps pour parcourir cette longueur. Et on va pouvoir en déduire la célérité. Donc on va tout de suite faire la mesure pour 5 radians par seconde. Alors pour faire la mesure, ce que je vais faire, c'est je vois que le signal il s'est pas trop déformé. Hein. Donc, quand on regarde, a priori il n'y a pas de déformation, en tout cas à l'œil nu. Et ce que je vais faire, bon, déjà ce que je peux faire c'est zoomer. Et je vais repérer ce maximum. Et par rapport à ce maximum, de combien il a avancé. Donc moi je vais mesurer ça, et puis avec une règle de 3, je vais en déduire le retard entre les deux signaux. Et ça va correspondre au signal 30 masses plus loin. Donc il suffira juste de faire la longueur divisée par la durée le temps de parcours. Voilà, donc j'ai fait la mesure. Alors sur mon écran, évidemment, vous n'avez pas vraiment moyen de mesurer ça. Je mesure 28 mm. Donc on mesure 28 mm. Donc évidemment, je rappelle, c'est sur mon écran. Toujours sur mon écran, je mesure 15 secondes, c'est 139 mm. Donc 15 secondes, c'est 139 mm. Donc le retard temporel, qui est ici, hein, entre les deux maximums, donc je l'appelle allez, grand T. Et bien si on fait la règle de 3, donc on peut faire, je détaille l'application numérique, je fais 28 mm divisé par 139 mm fois 15 secondes. Et je trouve 3,02 secondes. Pour la 30e masse, hein, donc c'est ça, n égale 0, n égale 30, et bien entre les masses, ça fait une distance. Voilà, donc pour une distance, là je l'ai calculé, c'est 30 intervalles, fois petit a qui vaut 0,1 m, ça fait 3 mètres. Donc ça fait une célérité, je vais noter AC, pour 5 radians par seconde. Et bien ça fait 3 mètres divisé par 3,02 secondes, ça fait quasiment 1 mètre par seconde. Alors précisément ça fait, je trouve 0,99 mètres par seconde. Donc c'est quasiment, voilà, on encadre le résultat. Voilà, on va passer au cas suivant. Donc cette fois-ci, on vérifie que le signal se déforme pas trop. Là c'est pareil. Donc je vais repérer, ah si c'est quand même déformé, parce que si vous regardez ce maximum qui est là, et alors soit il a avancé, soit il a reculé. C'est l'un ou l'autre. Donc là je peux pas me fier, à ça. Donc ce que je vais faire, c'est repérer le maximum de l'enveloppe. Je vais considérer que c'est ça la vitesse de mon signal. Et je vais le faire aussi repérer le maximum de l'enveloppe ici et mesurer la célérité de l'onde. Voilà, donc j'ai tracé l'enveloppe de chacun des paquets d'ondes et j'ai repéré le maximum. Donc évidemment cette détermination n'est pas très très précise, hein, évidemment. On voit quand même qu'il y a un problème
dans la détermination de la vitesse de l'onde. Parce que si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur du paquet d'ondes, je vois que ça se déplace à une vitesse différente du paquet d'ondes. Donc bon, je fais comme si je ne l'avais pas vu ça, ce problème, et je vais simplement mesurer cette durée-là, que je vais appeler T. Je vais la mesurer comme tout à l'heure, hein, je fais une règle de 3, hein, je mesure sur mon écran le retard, combien ça fait 15 cm, etc. Voilà, je trouve, pour T, je mesure 39,5 mm. Et pour 20 secondes, je mesure, sauf erreur, je trouve 236 mm. Donc je fais la règle de 3. Donc je fais 39,5 divisé par 236 fois 20 secondes. Et je trouve 3,35 secondes. Je vais l'écrire là, 3,35 secondes. Toujours pour 3 mètres, donc ça me donne une célérité pour 10 radians par seconde qui vaut 0,896 mètres par seconde. Donc là je garde 3 chiffres après la virgule, sachant que j'aurais pu arrondir. J'aurais pu mettre 0,90. Bon, j'ai quand même gardé 3 chiffres significatifs. Donc là, le résultat. Et je vais faire la même chose pour les exemples suivants. Donc là, pour 15 radians par seconde et puis 18 radians par seconde. Voilà, donc je vais le temps de le faire. Voilà, j'ai fait toutes les mesures. Je trouve 4,58 secondes. Alors ici, je dessine l'enveloppe du signal, hein, du paquet d'ondes. Ça sert de guide pour l'œil. Hein. C'est pas absolument nécessaire pour repérer pour avoir une bonne idée de là où est le maximum. De plus, les valeurs que vous voyez ici, le 76 mm et le 166 mm, c'est pour mon écran et pour un certain zoom. Suivant le zoom que j'utilise pour faire les mesures, ça peut changer les valeurs, mais normalement ça ne doit pas changer le retard. On doit trouver toujours à peu près 4,58 secondes aux erreurs de mesure près. Je peux en déduire la célérité à 15 radians par seconde. Et on trouve 0,655 mètres par seconde. Là encore une fois, je prends 3 chiffres significatifs. Certainement que le troisième, il est plus bon, hein, parce que quasiment, ce serait des mesures au millième près. Donc, bon, a priori, je n'ai pas cette précision-là avec les relevés que je fais. Mais tant pis, je garde quand même un chiffre, 3 chiffres après la virgule. Il me reste le troisième cas. Là, on voit clairement une déformation du paquet d'ondes. Hein, on voit qu'il s'étale. Et on voit qu'il est beaucoup plus lent, hein, parce que là, il met 7 secondes pour parcourir la distance, là où il mettait 3 secondes à basse fréquence. On encadre le résultat et on va superposer ce résultat à pour voir si ça colle avec la courbe théorique. Et évidemment, là, on va voir qu'il y a un petit problème. Ouais, donc je fais un petit récapitulatif de ce qu'on a obtenu. Voilà, très rapidement, on part de 1 mètre par seconde à basse fréquence, puis ensuite ça diminue, on a 0,90 à 10 radians par seconde, 0,65 et puis 0,43 mètres par seconde. Je vais rassembler toutes les valeurs dans un tableau et je vais les superposer à ce diagramme qui donne la vitesse de l'onde en fonction de la pulsation, puis on va voir si ça colle. Voilà, j'ai rappelé les valeurs qu'on a obtenues. Donc j'ai placé les points sur la courbe. Donc à 5 mètres par seconde, 5 radians par seconde, on a 1 mètre par seconde.
Donc ça va donner un point par là. Et bon, bah, je vais placer les différents points et on va voir ce que ça donne. Voilà, pour placer les différents points, j'ai fait des petites encoches là, donc c'est déjà... ça m'a pris un petit peu de temps pour le faire, mais là maintenant ça va être rapide. Donc ce que je vais faire, c'est à 5 radians par seconde, je suis à 1 mètre par seconde. Donc ça fait un point qui est ici. Ensuite à 10 radians par seconde, je suis à peu près ici. Donc là j'ai déjà la petite encoche qui est prévue. À 15 radians par seconde, je suis à peu près ici. Et à 18 radians par seconde, on a à peu près cette valeur là. Voilà. Donc les points que l'on a obtenus par simulation, c'est ce point-là, et on voit que ça colle pas du tout avec la courbe théorique qui est ici. Et ça, donc c'est cette courbe-là, c'est C égale oméga sur K. Et on voit que ça marche pas du tout. Effectivement, on pouvait s'en douter parce que déjà là, on voit qu'il y a une déformation du paquet d'ondes, donc déjà la vitesse, c'est la vitesse de quoi en fait? Là, on a dit que c'était la vitesse du maximum, mais bon, finalement, l'avant, il va quand même beaucoup plus vite que l'arrière du paquet d'ondes, ou inversement, puisque c'est en fonction du temps, donc c'est inversé, enfin bon, bref. Et de plus, on avait remarqué quasiment dès 10 radians par seconde que ce qu'il y a dans le paquet d'ondes ne se déplace pas à la même vitesse que le paquet d'ondes. Donc du coup on voit que c'était problématique dès le départ. Et en fait dans la suite du sujet justement l'idée c'est de remettre tout ça bien en ordre, pour qu'on comprenne pourquoi il y a un tel désaccord. Donc voilà, c'est ce qui est marqué. Et voilà, ça c'est la formule qu'on va montrer. La formule importante qu'on va montrer, c'est que la vitesse du paquet d'ondes, c'est d oméga sur d2k. Alors, ce qu'on fait dans l'exercice, c'est qu'on prend le paquet d'ondes le plus petit possible, qui est composé que de deux ondes. C'est pour ça qu'il y a deux termes qui se ressemblent, avec l'un qui est indicé 1 et l'autre qui est indicé 2. Voilà. Et pour simplifier, on prend S1 égale S2 égale S0. Donc il y a une petite question préliminaire, parce qu'en fait ce sera bien utile dans la suite. Si vous avez un signal qui s'écrit comme ceci, et bien la célérité de ce signal, c'est oméga sur K. En effet, il y a plusieurs façons de s'en rendre compte. Ce qu'on peut faire, c'est faire une petite réécriture du signal. Je vais mettre K en facteur. Donc ça fait grand oméga sur K fois T moins X. Donc ça c'est une fonction finalement de X moins oméga sur K fois T. Et on sait que ce terme-là, c'est la célérité. Voilà, donc là, on a le résultat, donc C égale oméga sur K. Donc ça, c'est une première façon de se convaincre de ça. Une autre façon de se convaincre de ça, c'est on regarde pour quelle valeur de X et du temps, plutôt on cherche la célérité telle que le signal comment dire, si je me déplace à la même vitesse que l'onde, voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire, si je me déplace à la même vitesse que l'onde, donc eh bien, ce terme-là, il est constant. Donc si on peut rédiger ça, le temps de le rédiger, donc
je précise qu'on a une onde progressive, donc qui ne se déforme pas au cours de la propagation, hein, c'est comme ça qu'on l'écrit. Et donc si on se déplace à la même vitesse que le signal, alors le terme qui est dans la fonction, il est constant. Un peu comme lorsque vous êtes dans un bateau et que vous regardez le sillage. Le sillage du bateau, il vous apparaît fixe, enfin si vous êtes dans le bateau. Et pourquoi? Parce que vous vous déplacez en fait à la vitesse des ondes qui composent le sillage. C'est en première approximation. Et donc si oméga t moins kx est constant, et ben x est de la forme oméga sur k fois t plus une constante que j'ai oubliée. On s'en fiche de la constante. Et oméga sur k, évidemment, c'est la vitesse de l'onde. Donc ça, on retrouve le résultat. Voilà. Donc c'est un petit résultat tout simple. En fait, c'est du cours. Hein. On a vu ça dans le cours. Et ça sera utile pour la suite de l'énoncé. Voilà, donc j'ai recopié ce qui est donné par l'énoncé. Comme S1 égale S2 égale S0, donc je peux le mettre en facteur. Et là, j'utilise une formule trigonométrique. Hein, cosinus de A plus cosinus de B. Je peux l'écrire comme un produit. Ça fait 2 cosinus A plus B sur 2 cosinus A moins B sur 2. Et donc, bon, c'est quasiment immédiat. Hein. Du coup, S de x et de t, c'est 2S0. Cosinus, exactement ce qu'il y a écrit là, hein, c'est cosinus oméga 1 plus oméga 2 sur 2 fois t, je mets suite en facteur les termes, moins k1 plus k2 sur 2 fois x. Donc c'est ce terme-là que je viens d'écrire, fois cosinus. Cette fois-ci, c'est la différence. Donc je vais faire, alors comme dans le cosinus, c'est une fonction paire, je peux mettre a moins b ou b moins a, c'est égal. Je vais l'écrire comme ça. Moins k2 moins k1 sur 2 fois x. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer, donc c'est immédiat. Il suffit juste de bien connaître ces formules trigonométriques, hein, tout simplement. Alors, on encadre le résultat. Là, dans la suite, on vous trace la courbe, donc on ne vous demande même pas de la tracer. Ce qu'on vous fait remarquer, c'est que dans les deux fonctions, il y en a une qui dépend lentement du temps et de la position, et une qui dépend rapidement du temps et de la position. Donc le terme G, en fait, joue le rôle d'enveloppe pour le terme le plus rapide, et ça donne ça. Et cette fois-ci, on utilise le résultat de... Alors, c'est pas la question 11, c'est la question 12. Donc, une petite erreur. C'est la question 12. Eh bien, ici, on reconnaît grand oméga. Ici, on reconnaît grand K. Hein, je vous remonte le résultat. Je crois que c'est ce résultat-là que je vais utiliser. Hein. On a un signal qui s'écrit une fonction d'oméga t moins kx. Et bien, on identifie la célérité de l'enveloppe. Ben, c'est grand oméga. Donc c'est oméga 1 moins oméga 2 sur 2 divisé par K1 moins K2 sur 2. Évidemment, ça simplifie. Oméga 1 moins oméga 2 sur K1 moins K2. On encadre le résultat. On passe à la question suivante. Et cette fois-ci, on s'intéresse aux ondes qui sont à l'intérieur du paquet d'ondes. Donc en fait, c'est ce terme-là. Donc cette fois-ci, on s'intéresse. Cette fois-ci, on s'intéresse. Donc la difficulté de cette question, en fait, c'est de bien comprendre que c'est ce terme-là qui correspond aux ondes qui sont dans le paquet d'ondes.
Vous remarquez qu'on a bien des paquets, hein, que le fait d'avoir deux signaux de fréquence très proches, ça fait des paquets, alors qu'ils se suivent, hein, les uns derrière les autres. Si on rajoutait plus de fréquences, on pourrait obtenir des signaux de ce type-là, hein, mais si on n'a que deux pulsations, ça donne ceci. Mais on voit clairement des paquets qui se forment. Et bien, une fois qu'on a compris ça, ben, c'est complètement évident. Donc ça donne les ondes, alors je le note comme ça, à l'intérieur. Voilà, je vais le noter comme ça. Et ben c'est ça sur ça. Le 1,5 se simplifie en haut et en bas. Donc je l'écris directement. K1 plus K2. J'encadre le résultat. Et enfin, la dernière question, bah, c'est quelle est la vitesse du paquet d'onde? Bah, c'est évidemment celle-là. C'est la vitesse de l'enveloppe. Donc c'est la vitesse de l'enveloppe. Donc c'est cette vitesse-là. On encadre le résultat. Évidemment, le paquet d'ondes, en fait, c'est évidemment l'enveloppe du signal, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, lorsqu'on a mesuré la célérité des ondes, on s'intéressait en fait à l'enveloppe. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, bah, si on regarde bien l'expression, en fait, on reconnaît un taux d'accroissement. On peut le rédiger comme ça, hein. Donc on reconnaît et donc une fois qu'on s'est convaincu de ça, bah, on se souvient du cours de mathématiques qui vous dit que si K1 et K2 sont très proches, finalement ça c'est quasiment égal à la dérivée et ça tend même vers la dérivée lorsque K1 tend vers K2. Donc pour K1 proche de K2, on a la vitesse du paquet d'ondes qui est égale à, quasiment égale à la dérivée d d'oméga sur d2k. Voilà, donc on a ce résultat. Et cette vitesse-là, elle a un nom, hein, c'est la vitesse de groupe. Mais bon, peu importe le nom que ça a, hein, on a ce résultat qui est la dérivée de oméga par rapport à k. Et bah du coup, nous, ce qu'on a mesuré tout à l'heure, c'est pas la vitesse, c'est la vitesse du paquet d'ondes. Et ça explique pourquoi ça marchait pas, parce que ce truc-là est a priori différent de oméga sur k. Lorsque vous avez une expression, lorsque oméga dépend de k de manière compliquée, hein, comme c'est ici dans cette partie, et ben il n'y a aucune raison que ce terme-là soit égal à celui-là. Et c'est pour ça qu'on avait ce désaccord de tout à l'heure entre la courbe théorique et les mesures qu'on a faites à partir des simulations. On demande l'expression justement de la vitesse du paquet d'ondes. Les terrales de la vitesse du paquet d'ondes sont... Donc ben on va faire le calcul. Il n'y a plus qu'à faire la dérivée. Donc la vitesse du paquet d'ondes. Alors on va exprimer le résultat en fonction de petit k. Ça va quand même être plus simple. Sachant qu'on a une relation entre oméga et k. Donc lorsque je dérive, ça donne 2 oméga 0. Il y a a sur 2 qui sort. Donc tout de suite, on peut simplifier le 2. Le sinus devient un cosinus. K sur 2. Et si on veut exprimer en fonction d'oméga, donc on peut déjà encadrer ce résultat. Alors, je recopie
Donc ça fait oméga 0, 1 cosinus k sur 2. Alors, ça fait un premier résultat qu'on peut encadrer. Et je vais donner aussi l'expression de la vitesse du paquet d'onde en fonction de oméga, parce que la courbe elle est juste tracée après, donc c'est une expression qui ne sera pas spécialement simple, hein, puisque oméga ne dépend pas, il y a du arc sinus en fait qui va apparaître dans l'expression. Donc la vitesse du paquet d'onde. Alors dans l'énoncé, c'est pas précisé en fonction de quoi on vous demande la vitesse, donc normalement si vous avez mis ça, c'est largement suffisant. Donc A sur 2 et K sur 2, ben, c'est arc sinus de oméga sur 2 oméga 0. Et normalement, on peut simplifier ce truc-là parce que cosinus de arc sinus, c'est racine de 1 moins ce qu'il y a ici au carré. Donc ça fait oméga 0A, racine de 1 moins oméga carré sur 4 oméga 0 carré. Et je pense qu'on peut encore simplifier, puisque l'oméga 0A, si je le rentre dans le. Enfin, si je rentre l'oméga 0 dans l'expression, ou je le laisse comme ça. Non, ça je vais le laisser comme ça. C'est très bien. Donc on encadre le résultat. Et cette courbe-là, elle est tracée un petit peu plus loin. Et cette fois-ci, on va voir que les mesures qu'on a faites vont coller avec la vitesse du paquet d'onde. Voilà. La courbe, elle est tracée ici. Et ce que je vais faire, c'est reprendre les valeurs de tout à l'heure, qui sont ici. Je vais reprendre ces valeurs-là et je vais replacer les points, mais cette fois-ci sur ce graphique, hein, qui donne la vitesse du paquet d'ondes. Et on va voir que cette fois-ci, l'accord sera vraiment très bon. Voilà, donc j'ai recopié les résultats. J'ai préparé déjà j'ai fait les petites encoches pour les différents points et je vais les placer. Alors, je zoome un peu parce que ce sera plus facile. Alors, commençons par le premier point. À 5 radians par seconde, on est à peu près un petit peu en dessous. On est là, bon, on est un petit peu au-dessus. À 10 radians par seconde, on est encore un petit peu au-dessus. À 15 radians par seconde, par contre on est pile dessus. Et à 18 radians par seconde, là aussi c'est pas mal. Donc sur les... En fait ce qui se passe c'est que finalement en basse fréquence, voilà, je surestime un petit peu la vitesse. Par contre l'accord est bien meilleur lorsque je me rapproche de 20 radians par seconde. Donc ça on peut mettre ce désaccord sur des erreurs de mesure. C'est ça que c'est pas évident de mesurer la vitesse juste par des relevés sur un graphique, sur un chronogramme. Et on voit que l'accord est quand même pas mal. Donc voilà, on peut rédiger ça comme conclusion. Donc on a un bon accord. On a un bon accord entre les relevés faits sur les chronogrammes. Enfin, plutôt entre les mesures de vitesse faites précédemment et la courbe théorique. Voilà, normalement, ça achève cette partie, hein, puisque il n'y a plus rien après. Oui, c'est ça, oui, j'ai fini cette partie G du DS3. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.